On accueille un chef d'entreprise, le président de la CPME nationale, Amir Reza Tofighi. Bonjour à vous. Bonjour. On va écouter alors le patron du MEDEF, Patrick Martin. Il y a un espèce de ras-le-bol quand même du côté des chefs d'entreprise. Ras-le-bol de cette instabilité fiscale, ras-le-bol de cette instabilité gouvernementale. Écoutez ce qu'il dit, puis je vous passe la parole parce que je crois que les chefs d'entreprise, ils en ont un peu ras la casquette. En France aussi, les décideurs politiques doivent dépasser leur rivalité partisane. Cela n'en prend pas le chemin, j'en suis consterné. Alors je pose la question, mes amis. Sommes-nous condamnés à la faillite collective et au déclassement? Quand la fierté et le génie français, quand la furia francese vont-ils se réveiller? Une France à la traîne, une France qui déprime, qui se déchire, se recroqueville, une France dont la voix dans le monde est assourdie. Non, ça n'est pas la France que nous voulons. Alors, est-ce que c'est votre vision aussi, Monsieur Tofighi? Bien évidemment, aujourd'hui, on voit qu'il y a des débats, on voit que... en fait, aujourd'hui, les partis, bien évidemment, peuvent diverger, mais il faut quand même converger sur un point, c'est que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de cohésion sur les territoires. Et donc, vous savez, un budget pour entreprise, parce que moi j'ai entendu beaucoup qu'on avait un budget pour entreprise et qu'il y a tout ce débat aujourd'hui autour de ce budget 2026. En fait, ce n'est pas un budget pour entreprise, c'est juste un budget qui ne met pas de fiscalité supplémentaire sur les entreprises, contrairement à 2025, où la majorité de l'effort était demandé aux entreprises. Et bien moi, je vous dis quelque chose. En fait, avoir un budget qui protège les entreprises, c'est un budget qui protège les salariés. C'est un budget qui protège nos territoires. Et donc oui, en fait, on en a ras-le-bol d'avoir le sentiment que, en fait, on va encore une fois être attaqué parce que on ne peut pas avoir finalement l'unanimité des politiques qui sont là pour défendre leur entreprise. Et ça, vraiment, je le déplore. Mais attaquer, alors là, vous disiez dans ce budget-là, il n'y a pas vraiment de charges supplémentaires pour les entreprises. Si ce gouvernement tombe, là, c'est à nouveau la porte ouverte au n'importe quoi. Exactement. C'est que on voit bien que derrière le débat, qu'est-ce qu'il va être? Il va être de dire qu'il va falloir encore taxer plus les entreprises. Alors qu'on est dans le pays, quand même, qui taxe le plus les entreprises. Les prélèvements obligatoires sont les plus importants du monde, quand même. À un moment donné, il faut quand même se rendre compte que nos entreprises, elles sont en concurrence avec d'autres entreprises dans le reste du monde. On n'a jamais importé autant de produits de la Chine. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Est-ce qu'on veut toujours avoir des entreprises en France sur les territoires qui produisent, ou est-ce qu'on veut devenir une nation qui fait que d'importer des produits et qui n'a plus d'emploi en France? Donc vous ne voulez pas que François Bayrou tombe, on est d'accord. Vous êtes plutôt pour le fait que les partis s'entendent. Alors là, on vient d'apprendre, cher Gauthier, que François Bayrou va recevoir tous les chefs de partis à partir de lundi, les uns après les autres. Oui, il va les inviter. Ils vont peut-être y aller quand même, ils sont polis, non? Oui, j'imagine que certains... On ne sait jamais, certains peuvent sécher, mais enfin j'imagine... Oui, ils enverront les seconds couteaux. Oui, voilà. Ils l'ont déjà fait. On verra, mais c'est sa dernière semaine à Matignon, donc c'est normal, un dernier tour de piste avant la démission du 8. Vous pensez que c'est inéluctable, vous? Il n'y a pas de petit trou de souris pour que ça passe? Sauf s'il dit j'abandonne l'entièreté de mon budget, pardon, excusez-moi, j'annule le vote de confiance, mais quand vous avez personne ne va se dédire. Le RN, les communistes, les écolos, le PS, tous votent contre, au revoir. Au revoir. C'est lui qui l'a décidé. Bon. C'est ce que j'ai appelé se faire harakiri, au lieu de se faire trancher la tête pour une motion de censure qui serait sans doute intervenue à la fin des négociations avec Marine Le Pen sur le budget. Est-ce que ça arrive au pire moment pour vous qui êtes chef d'entreprise, Monsieur Tofighi, alors qu'on a quand même une crise financière en cours, une crise de l'endettement? Est-ce que c'est vraiment le pire moment pour faire tomber un gouvernement? Ce qui est sûr, c'est que le moment, il est pas bon du tout. On n'a jamais eu autant de défaillances d'entreprises. Et on voit les chiffres des défaillances qui augmentent. On a une économie aujourd'hui qui est difficile, avec un contexte international quand même, que tout le monde connaît, avec les États-Unis et toute la politique que Trump a mis en place. Donc oui, aujourd'hui, il faut vraiment en fait, que les entreprises soient soutenues. Il ne faut pas qu'elles soient attaquées. Et notre crainte aujourd'hui, en effet, ce budget, il protégeait les entreprises. Il ne les favorisait pas, il les protégeait. Et ben moi, je me pose la question demain, quel sera le futur budget si le gouvernement y tombe? Moi, je ne suis pas là pour défendre le gouvernement, je suis là pour défendre le sort des entreprises. Et l'instabilité politique, elle crée une instabilité économique. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont encore un socle de stabilité dans un pays qui est très instable depuis maintenant plus d'un an. Et ben moi, je demande à ce qu'on protège cette stabilité. D'accord. Naïma Mfadel, c'est vrai qu'on est tous sur la même longueur d'onde quand on entend les chefs d'entreprise dire attention, parce que là, c'est l'emploi que vous touchez, donc c'est les salaires, donc c'est le pouvoir d'achat, donc c'est la croissance. Exactement, et ça rejoint en fait justement ce que disent les gens dans le pays réel, parce que justement, ils sont complètement désespérés. Mais
Au contraire de nos entreprises, ce que disent les Français, en tout cas ceux que je rencontre, c'est qu'eux, ils veulent vraiment un changement. C'est qu'ils veulent une démission du président de la République qu'ils appellent de leur vœu. Parce qu'ils ont le sentiment que ça ne changera absolument rien. Qu'on va dissoudre l'Assemblée, on aura une nouvelle Assemblée. On n'est pas certain que cette Assemblée puisse avoir donné la majorité justement à un Premier ministre qui puisse mettre en place les politiques qu'il faut. Donc on a le sentiment que de toute façon, on va perdre énormément de temps. Mais ce temps qui est désespérant pour nos entreprises, il est aussi désespérant pour la France d'en bas. Et l'instabilité, elle crée de la méfiance, de la défiance, aussi pour les consommateurs, pour tous les Français. Je crois que le niveau de l'épargne n'a jamais été aussi important qu'en ce moment. C'est-à-dire qu'on n'ose plus consommer, on n'ose plus acheter une maison, les taux d'intérêt vont monter, etc. Donc, on voit bien que le circuit économique est en train de se gripper par cette instabilité politique qui ne garantit pas une stabilité économique. Donc la solution, c'est quoi, Jules Torres? Non, mais la solution, c'est en effet d'avoir moins d'incertitudes politiques, d'avoir des politiques qui sont courageux. Moi, François Bayrou, le constat qu'il dresse, il est extrêmement lucide sur l'état de nos finances publiques, quand bien même il omet un petit peu sa propre responsabilité dans le dérapage des finances publiques, parce qu'il a contribué et il a voté tous les budgets déficitaires depuis 2017. Et on peut rappeler aussi ce qu'il n'a pas fait pendant les années Sarkozy, quand il s'agissait de supprimer les fonctionnaires. Du reste, oui, Emmanuel Macron... un poste de fonctionnaire sur deux, pas de supprimer les fonctionnaires. Oui, supprimer les fonctionnaires. En tout cas, le seul président qui a supprimé des fonctionnaires, c'est Nicolas Sarkozy. Et à l'époque, François Bayrou était contre. Voilà. Dit comme ça, vous avez raison, cher Gauthier. C'est beaucoup. Oui, vous avez compris, Gauthier. Mais du reste, bien sûr, mais je compte sur Gauthier Lebret, qui est très précis, qui est un homme très précis. Mais du reste, la situation est ce qu'elle est. Et en effet, les oppositions sont dans une sorte de course à l'échalote parce qu'ils ont des intérêts partisans. Et tout ça va nous coûter beaucoup d'argent. Une dissolution coûterait évidemment beaucoup d'argent. Le fait qu'on n'ait pas de budget coûterait évidemment beaucoup d'argent. En revanche, est-ce que les solutions qu'on pourrait apporter, et par exemple celles qui sont celles de la CPME, est-ce qu'elles sont partagées par une majorité de Français? Je ne suis pas sûr. De toute manière, quand vous demandez des économies, je ne sais pas moi, sur l'augmentation par exemple de l'âge de départ à la retraite, les Français sont extrêmement opposés, alors qu'on sait très bien que c'est obligatoire, en tout cas si on veut pérenniser ce système. La capitalisation, je ne sais pas si... Quand vous avez plus de décès que de naissances, c'est sûr que ça va devenir plus qu'obligatoire. Oui. Absolument. Après, il y a ceux qui font des enfants. Voilà, il y a ceux qui sont des enfants qui voilà. Mais il y a beaucoup, il y a beaucoup de sujets sur le bas de laine, sur les postes de fonctionnaires. Les Français, ils sont un petit peu opposés. Donc voilà, il faut faire des efforts très précis et il faut aussi assumer de dire aux Français, bon, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grave, on va aller sur cette politique-là. Mais ça, il y a peu de politiques qui voudront bien le faire. Ça, vous l'entendez, M. Reza Toufigui, les Français, ils sont pas très favorables au report de l'âge départ. Les 2 jours fériés supprimés, ça, c'est pas du tout passé. Et ça, vous le comprenez? Bien sûr, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui des partis politiques qui tombent d'accord. Moi, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que ce qui a été présenté le 15 juillet, ce n'était pas la version définitive. En effet, les 2 jours fériés, on a bien senti que c'était quelque chose qui, même chez les chefs d'entreprise, parce qu'il faut savoir que ces 2 jours fériés, par exemple, c'est une cotisation supplémentaire pour vous, pour nous, sans avoir une garantie qu'on allait avoir de l'activité en face. Donc, bien évidemment que moi, j'entends un peu ce message de on ne veut pas travailler forcément 2 jours fériés en plus, ou on ne veut pas travailler plus longtemps. Mais moi, j'ai juste un discours de réalité aujourd'hui. Lorsqu'on a un déficit qui augmente, lorsqu'on a notre dette publique qui augmente et que nos taux d'intérêt augmentent, les entreprises empruntent plus cher. Les Français empruntent plus cher pour acheter leur immobilier. Et surtout, on n'a plus les moyens de financer nos hôpitaux, on n'a plus les moyens de financer nos services publics. Donc, il y a un moment donné, il faut quand même aussi être conscient qu'il va falloir rembourser cette dette. Et moi, ce que je dis, c'est on a encore à peu près 18 mois avant la prochaine élection présidentielle. Il va falloir que les politiques tombent d'accord pour avoir quand même une sorte de cohérence ces 18 mois. Là, vous rêvez malheureusement. Alors, ouais, mais... D'ici 18 mois, rien ne va changer, tout va s'aggraver. Mais en tout cas, on peut au moins tomber d'accord sur le fait qu'il faut protéger les entreprises, parce que protéger les entreprises, c'est protéger les salariés qui travaillent dedans, c'est protéger les territoires. Et au moins qu'on se dise que ces 18 mois, c'est comment on fait pour donner aux entreprises du souffle, pour donner aux entreprises de la simplification, pour donner aux entreprises la capacité d'investir, de recruter et de créer de la valeur. Sinon, là, aujourd'hui, on est en train d'avoir des défaillances. On n'a jamais autant... Donc du chômage. Et du chômage. On est en train d'apporter des produits des plateformes asiatiques à bas coût
énormément de produits parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui de se protéger, ni l'Europe, mais c'est aussi parce que les Français les achètent aussi, ces produits-là. Mais attendez, pourquoi aujourd'hui les Français leur pouvoir d'achat. Alors, attendez, pas tous en même temps. Regarde la réalité, je veux dire, aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français, il a énormément baissé. Et même la classe moyenne, aujourd'hui, elle a du mal. Non, mais c'est vrai. Vous savez, quand, par exemple, Gauthier parle tout à l'heure de la question de la natalité, moi, je voudrais juste rappeler que la dénatalité, on la doit à François Hollande, à Lionel Jospin, et à François Hollande. Oui. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, justement, les familles, les classes moyennes, notamment, ne sont absolument plus aidées. Donc, c'est aussi une réalité aujourd'hui. D'accord. Autre solution que vous proposez peut-être à la CPME? Non on en propose beaucoup, mais là, en l'occurrence... Travailler plus Non, mais ce qui est sûr, c'est que il va falloir travailler plus, collectivement. On travaille plus, on est taxé plus. Non, mais aujourd'hui, sur le taux d'emploi des jeunes et le taux d'emploi des seniors, il faut l'augmenter. Et ça, c'est un enjeu collectif qu'on a, et nous, on a des propositions par rapport à ça, mais c'est un enjeu collectif qu'on a aujourd'hui de réussir à ce qu'il y ait collectivement plus de personnes qui travaillent. Donc ça, c'est le premier point. Après, si on parle aujourd'hui de tout ce qui est charges patronales, charges salariales, et oui, il y a un enjeu aujourd'hui, c'est que le travail doit mieux payer. Voilà, mais je suis d'accord avec vous. Le travail doit mieux payer. Mais pour que le travail doit mieux payer, les entreprises, elles n'ont pas la capacité aujourd'hui de payer plus, parce que si elles payent plus, ça se répercute sur les prix finaux. Baisser les charges. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut que l'État arrive à baisser son coût de fonctionnement pour qu'il puisse baisser les charges. Aujourd'hui, c'est insupportable de voir tout ce qui est prélevé sur les salaires. C'est insupportable pour un salarié de voir que plus il travaille, plus il va devoir payer d'impôts et de charges. Et nous, on a l'impression qu'on nous demande à chaque fois de payer plus, alors que déjà, lorsque à la fin il y a 1 euro net, il y a au moins 2,50 € qui ont été payés par l'entreprise. Ça, c'est insupportable pour tout le monde, autant pour l'entrepreneur que pour le salarié. Et ça, c'est un vrai défi collectif. Il faudrait que tout le monde tombe d'accord sur le fait qu'il faut baisser les charges salariales, par exemple. Ça, on peut tous tomber d'accord. Bonne chance. Tous tomber d'accord sur baisser les charges salariales? Regardez, par exemple, à Laurence, on a mis en place le RSA jeune. Le RSA jeune, vous vous rendez compte? On a mis en place le RSA jeune pour des jeunes, 600 et quelques, alors qu'on aurait pu accompagner le travail, justement, leur permettre effectivement d'être payés, de pouvoir les accompagner sur les formations, etc. En tout cas, ne pas penser un statut qui fait que dès que vous êtes jeune, vous mettez dans l'assistanat. Non, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire dans ce pays. Gauthier, vous releviez le fait qu'effectivement, du côté de la gauche et de la France insoumise, ça ne passerait pas, évidemment. La moindre mesure en faveur de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Baisser les charges salariales, c'est en faveur du salarié. Les charges salariales, pas le patronal. Ah, les charges salariales, oui, mais même baisser la moindre charge, à mon avis, à la France insoumise, même si ça concerne ça serait les salariés au SMIC, peut-être qu'ils accepteraient, mais les autres, je suis moins sûr. Enfin, il n'y aura pas de consensus. Les 18 prochains mois sont perdus. Ils sont d'ores et déjà foutus. Le quinquennat s'est arrêté avec cette dissolution juste après les européennes. Et donc, on va comme ça s'enliser un peu plus. C'est très pessimiste, tout ça. Mais c'est la réalité. Qu'est-ce que la réalité est pessimiste? Il y a toujours des portes de sortie. Mais laquelle? Et la porte de sortie, c'est de rebattre les cartes. Mais ça ne se passera pas, la démission. Je sais que Georges, vous rêvez de la démission du président de la République. Il ne démissionnera pas. C'est une nécessité pour le pays. Il faut relancer un cap. Qui peut lancer un cap aujourd'hui? Sinon, un chef d'État qui a une légitimité du peuple. C'est clair, ça ne peut pas être autrement. Mais sauf qu'à l'heure où on se parle, ça n'arrivera pas. Ce que vous dites, c'est une catastrophe. Mais pour le pays. Elle est déjà là. Elle est déjà là, mais vous voulez l'accentuer. Moi, je ne veux pas du tout l'accentuer. Non, mais je la déplore. Avec ce pronostic-là, oui. Mais sauf que c'est le pronostic le plus probable. Et il ne faudrait pas que vous ayez raison, malheureusement. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir une nouvelle dissolution des élections législatives. On verra le résultat. Majorité absolue ou pas, ça sera évidemment très important. Mais même s'il n'y a pas de majorité absolue, vous verrez que le président gagnera du temps, il relancera des tractations pour essayer de former un gouvernement et il sera à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Rebattre les cartes? Moi, je pense que déjà, il faudrait qu'on retrouve un discours qui pousse à la croissance. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de parler d'économie, on n'arrête pas de parler aujourd'hui d'impôts supplémentaires. Et il y a quand même une autre solution pour aujourd'hui résoudre notre déficit, c'est de recréer l'activité, recréer la croissance. On vient d'être dépassé par l'Italie sur le PIB par habitant. Il faut quand même se questionner aujourd'hui. Si on n'est pas capable de relancer l'activité, je pense qu'on n'arrivera jamais à résoudre notre problème de déficit. Et on ne pourra pas toujours le résoudre en baissant la dépense publique, oui, c'est un des moyens, mais avec des impôts supplémentaires, on ne pourra pas. Et on voit bien qu'il y aura toujours ce débat permanent entre baisser la dépense publique ou augmenter les impôts. Moi, je vous propose une troisième voie, c'est augmenter l'activité, c'est augmenter la création de valeur collective. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir rembourser le déficit, c'est comme ça qu'on va pouvoir créer de la valeur et qu'on va pouvoir
collectivement créer de la richesse pour la nation. Et à ce titre-là, c'est là aussi où le débat budgétaire est insupportable. C'est-à-dire qu'on entend les responsables de la Macronie et François Bayrou depuis 3 jours nous dire que c'est soit on vote la confiance, soit c'est le chaos. Ce budget, il ne règle rien. L'augmentation de la dépense publique sera toujours, elle sera freinée, mais il y aura quand même une augmentation de la dépense publique. La question de la productivité du travail n'est absolument pas abordée, si ce n'est par l'intermédiaire des jours fériés. Autrement dit, vous travaillez plus pour gagner moins. Donc le sujet le sujet principal qui est est-ce qu'on travaille assez et est-ce qu'on est assez nombreux à travailler, il est absolument pas étudié par ce budget et à ce titre-là on passe complètement à côté. Donc heureusement finalement que François Bayrou a demandé ce vote de confiance. Et il y a aussi cette... Pardon, allez-y Naïma. Non, juste par rapport à l'Italie, c'est intéressant. Moi, j'y suis allée il y a quelque temps pour étudier un petit peu leurs prestations sociales, ce qu'ils mettent en place au niveau aide sociale. Vous savez qu'ils ont mis en place le RSA, le revenu de solidarité active. Ils se sont rendus compte que tous les petits boulots n'étaient plus occupés. Vous voyez ? Eh bien, ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté. Donc, pour que les gens puissent aller travailler, notamment dans les petits boulots. Bon. Voilà. Alors que nous, on n'ose pas. C'est ça le problème. Il y a aussi une idée qu'a lancée François Bayrou hier, Gauthier Lebret, ça ne vous a pas échappé, c'est la taxation des hauts revenus. C'est l'espèce de rengaine qui revient. Là, le patron du MEDEF qui s'exprimait cet après-midi dit attention, si vous remettez l'ISF, là, vous nous aurez contre vous. Mais c'est un épouvantail, l'ISF. Ça fait fuir ceux qui veulent investir, ceux qui veulent créer. En France, on peut parler des propositions de François Bayrou. Il n'est plus Premier ministre dans 2 semaines. C'est une tentative désespérée pour essayer de récupérer quelques députés socialistes, cette taxe sur les revenus. Voilà, donc il a fait un choix. Complètement considéré, calculé, de dire c'est moi qui choisis la date et l'heure de ma chute. Comment tu veux que ça soit autrement ? Alors que tout le monde a annoncé le président de la République, on lui a forcé le bras. Mais oui. Mais bien sûr. C'est quand même incroyable. Parce qu'Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à la chute de François Bayrou. Il n'a aucun intérêt à ce que l'instabilité soit relancée, à ce que la musique... Donc c'est une décision du Premier ministre. Mais Georges, il lui a forcé la main pour le nommer. Ça devait être Sébastien Lecornu. Il est à l'Élysée, il pousse une énorme gueulante et il obtient Matignon en disant sinon je retire mes députés modem du socle commun. Donc non seulement il a forcé Emmanuel Macron à le nommer, mais maintenant il décide de la fin de son séjour à Matignon et du coup de pression et de l'étau qui se resserre autour d'Emmanuel Macron. Évidemment, les relations doivent être détestables entre Emmanuel Macron et François Bayrou, qui n'avait d'autre choix, Emmanuel Macron, que d'accepter cette session exceptionnelle pour faire revenir les députés 2 semaines avant la fin de leur congé. Il se retrouve en première ligne. Il n'avait pas le choix. Monsieur Reza Tofigui, la taxe sur les hauts revenus, ça paraît une rengaine qu'on retrouve à chaque moment de crispation électorale. Ça, c'est contre-productif pour vous ou pas ? En tout cas, la taxe Zuckman, comme la gauche l'évoque souvent, c'est quoi concrètement la taxe Zuckman ? C'est de dire, on va prélever un impôt sur de la valeur n'ont pas forcément les personnes. Je vous prends un exemple simple, mais c'est des entreprises, des ETI, des belles ETI sur les territoires, qui sont détenues par des familles. Et on va dire, puisque votre entreprise vaut X millions d'euros, on va vous prélever 2% de cette valeur-là chaque année. Mais ça ne veut pas dire que les gens ils ont les moyens de payer l'impôt. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement ? Les personnes vont devoir vendre ces entreprises familiales, par exemple à des fonds d'investissement américains, à des fonds d'investissement étrangers. Et donc en fait, on va juste tuer l'économie sur les territoires. En fait, on va tuer toutes les entreprises familiales où l'actionnariat elle va être dilué par des fonds d'investissement, par d'autres personnes, parce que les personnes ne pourront pas garder leur entreprise, parce qu'ils ne pourront pas payer chaque année 2% de la valeur de l'entreprise, parce que la valeur de l'entreprise, ce n'est pas de l'argent dans le compte en banque. C'est quelque chose de fictif, c'est quelque chose qui est juste une valeur en fait, par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc, à la fin, on va encore une fois détruire le tissu industriel, on va détruire le tissu économique de notre nation, on va devoir céder ces entreprises à des fonds d'investissement étrangers. Et moi, je dis à tous ceux qui poussent la taxe Zuckman, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux fonds d'investissement américains. Voilà. Vous êtes les plus beaux soutiens des fonds d'investissement américains, vous les tuez toutes ces entreprises familiales françaises. La gauche, notamment, la pousse, cette taxe. Oui, de toute façon, elle pousse toutes les taxes. Vous savez qu'on est quand même dans un des seuls pays où il y a un impôt sur la mort, où il y a une taxe sur la mort avec les impôts de succession. La gauche veut aussi faire monter. C'est aussi massif. Je crois qu'on est. Certains à gauche veulent prendre 100%. On est l'un des seuls. Ils veulent prendre 100%. Mais bien sûr. Jugeant que c'est une inégalité flagrante, parce que c'est là où vous naissez, donc vous n'avez pas choisi par définition l'endroit où vous naissez, donc que ça serait injuste dès la naissance et qu'il faut tout prendre à la mort des parents. Oui, mais je vous rappelle quand même que dans le programme du nouveau Front populaire, il y avait la question de l'impôt sur le revenu avec un nouveau barème, et il y avait certains ménages qui étaient imposés dans le programme du NFP,
jusqu'à 90%. D'ailleurs, on se posait même la question de si le Conseil constitutionnel pouvait intervenir, parce que, évidemment, se posait un sujet de consentement à l'impôt, tout simplement. Donc, évidemment que cette gauche-là veut tout taxer. Quand il propose, par exemple, la taxe sur les hauts revenus, alors il y a peut-être un sujet sur certaines grandes sociétés qui peuvent bénéficier parfois de certains avantages. En revanche, eux, c'est très simple. Ils veulent taxer les 25% des plus riches français, c'est-à-dire tous ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Donc on voit bien, oui, et derrière au revenu, il y a riche, et derrière riche, il y a évidemment une définition qui est absolument pas précise, qui est volontairement floue. Je vous rappelle quand même que François Bayrou, il n'était pas encore Premier ministre, vous disiez qu'on était riche à 3 500 ou 4 000 euros. Voilà. Bon, voilà, ce débat-là, François Bayrou l'a dit aussi, c'était dans le Grand Jury sur RTL. Bon. Donc voilà, on n'est pas du tout sorti de l'auberge sur cette question des taxes. On ne voit pas où sont les solutions, c'est ça qui nous embête, monsieur Reza Toufigui, vous êtes chef d'entreprise. On ne voit pas la petite lueur d'espoir, vous voyez le petit coin de ciel bleu qu'on aimerait bien voir poindre. En fait, aujourd'hui, on a un sujet de dette publique et on voit bien que la moitié du coût de la dette publique, c'est quand même le coût de l'État. Le coût de l'État, le coût des collectivités territoriales, le coût global de fonctionnement de l'État. Et après, l'autre moitié, c'est notre modèle social. Donc, je veux dire, si on ne s'attaque pas à rendre efficace le modèle social. Je ne vous dis pas de casser notre modèle social, je vous dis de le rendre efficace, de corriger les abus. On voit bien les arrêts maladie aujourd'hui. Mais je veux dire, il y a une exaspération des chefs d'entreprise sur les arrêts maladie. On n'en peut plus, en fait. On n'en peut plus de cette hausse d'arrêt maladie. On a l'impression que dès qu'on va refuser un congé, on va poser un arrêt maladie. Je veux dire, à un moment donné, il faut entendre ça. Et donc, les arrêts maladie, c'est quand même plus de 10 milliards d'euros aujourd'hui, ça coûte. Si on ne met pas de l'efficience dans le modèle social, si on ne corrige pas les abus, et si on n'a pas une vraie réforme de l'action publique pour diminuer le coût de l'État, parce que, pareil, je veux dire, c'est insoutenable de voir pour le chef d'entreprise que ces impôts vont la moitié de ces impôts vont aller financer l'État qui ne sait plus gérer sa dépense. Et donc, si on n'a pas une vraie réforme de l'action publique pour baisser la dépense publique, pour remettre de la soutenabilité dans le modèle social et pour qu'à la fin le travail soit valorisé dans ce pays, oui, je ne vois pas d'autre solution. Vous avez raison, il y a vraiment un problème avec le modèle social, justement, cet État-providence qui était pensé pour tendre la main à ceux qui en avaient besoin à un moment donné. Aujourd'hui, malheureusement, il est devenu, entre guillemets, même une pension. Et ce qui n'est pas normal aussi, c'est qu'il se rapproche pour le même profil de famille du SMIC. Donc il y a un problème, c'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir juste une différence de 100 à 200 euros. Seulement entre le revenu de l'État-providence et le revenu du travail. Ce n'est pas possible. D'autant plus qu'aujourd'hui, les aides sociales s'additionnent. Alors qu'une personne qui va travailler, qui va avoir des enfants, elle devra les faire garder, elle devra avoir 2 voitures, etc. Alors qu'une famille, le même profil de famille, sans travailler, aura les mêmes revenus que quelqu'un qui travaille. Donc il y a un problème avec aussi l'État-providence qui aujourd'hui est devenu extrêmement injuste pour ceux qui travaillent. Dernier mot, Jules Torres. Ne vous inquiétez pas, on va rembourser de toute manière. C'est le président de la République qui nous le dit. Oui, il dit dans le JT News, on va tout rembourser. Il faut travailler, mais on va rembourser. Voilà. On est passé donc du président chéquier au président comptable, parce que je vous rappelle quand même, et ça c'est rembourser 1000 milliards, ça c'est pas tout de suite. Oui, mais c'est-à-dire que quand on parle du quoi qu'il en coûte, on vous dit que c'est 700 milliards. En réalité, la réalité du quoi qu'il en coûte, c'est 300 milliards. Et c'est ensuite le prolongement du quoi qu'il en coûte qui a coûté 700 milliards sur le creusement de la dette. Donc, en fait, ce ne sont pas ceux qui ont creusé le déficit depuis 8 ans qui vont régler les problèmes en 18 mois. Ça, c'est un constat qu'il faut poser. Donc, est-ce que ça passe par un nouveau Premier ministre du Centre ? Je ne crois pas. Est-ce que ça passe par une dissolution ? Peut-être. Une démission, il y en a qui le proposent. Et d'ailleurs, sur la question de la démission du président de la République, c'est pas que des affreux mélenchonistes qui la proposent. Jean-François Copé. Hervé Morin, qui n'est pas un gauchiste. David Lisnard, Jean-François Copé également. Donc vous voyez, ça commence à se diffuser même dans la classe politique. Aujourd'hui, il y a malheureusement que dans la Macronie où on ne réclame pas la décision du président de la République. Non, je dis, il y a aussi un autre coup près qui ne va pas tarder à arriver, c'est les agences de notation. Le 12 septembre. 12 septembre, si les agences de notation, encore une fois, cette fois-ci en tout cas, baissent française, on va avoir une augmentation sur les marchés du taux d'intérêt qui est déjà plus important qu'en Italie. La France Est-ce a qu'on dépassé... ne joue pas un peu à se faire peur à chaque fois avec ces Non, mais c'est une réalité, c'est le réel qui nous revient. Non. On ne joue pas à se faire peur. Là, ça aura des conséquences directes sur les Français. Le premier non, je ne joue pas du tout à se faire peur. Le premier budget de l'État, aussi la première dépense de l'État, c'est le remboursement des intérêts. Avant de payer, donc les taux d'intérêt, ça joue légèrement. Avant de payer l'éducation nationale, les profs, les policiers, les infirmiers, on paye des taux d'intérêt, on paye des intérêts. Ce sera 107 milliards en 2029. Donc si les taux d'intérêt augmentent, avec ces agences de notation en septembre prochain, c'est catastrophique. Bruno Retailleau dit dans le Figaro demain, la France n'est pas condamnée
amené au chaos, voilà, pour le ministre de l'Intérieur, qui développe les LR vision des choses. Ils sont fait harakiri en passant. Les LR, ils sont un peu divisés sur cette question de cette vote de il faut être cohérent. Ils font partie du gouvernement. Bruno Retailleau ne va pas voter contre lui-même. Les municipales dans Ciboire, ils ne peuvent pas venir et dire le grand mal qu'ils pensent de la Macronie. Non, c'est difficile. Allez, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, monsieur Amir Reza Tofigui, chef d'entreprise, d'être venu dans Punchline sur CNews et Europe 1.